Bonjour à tous et bienvenue à notre Morning Choose My Company sur le Hybrid Workplace. Et je suis heureuse de vous accueillir ce matin. On va encore attendre 2-3 minutes que les derniers se connectent. Et n'hésitez pas à mettre dans le chat, puisqu'il s'agit de bureau ce matin, où est votre bureau? Où est votre bureau en ce moment? Est-ce que vous êtes dans les lieux de votre entreprise? Est-ce que vous êtes chez vous, en Paris, à province? Il en est question de workplace, donc de lieu de travail, d'environnement de travail ce matin. On voit des gens qui sont à Rennes, à Nantes, au Pays Basque. C'est superbe. Bonjour Pauline, bonjour Colline. Voilà. Sandrine qui est au bureau en province. Patricia, bonjour Patricia, en télétravail depuis mars 2020. Donc ça fait plus d'un an à Marseille. Et quelques-uns qui sont au bureau à la maison, à côté du Mans. Très bien. Bon. Alors, je vous propose de commencer juste pour dire quelques mots de notre morning ce matin, pendant que les derniers se connectent. Donc, encore bonjour et bienvenue à notre Morning Choose My Company et merci beaucoup de vous joindre à nous ce matin. Alors, ce nouveau morning, c'est notre 17e morning, est au sujet du hybrid workplace, l'environnement de travail hybride, et il est alors question du lieu et de l'environnement de travail, autrement dit le bureau. Et ça, on va en parler au moment où depuis plus d'un an, on y va peu, voire pas du tout. Alors, je suis Céline Tellier, je suis cofondatrice de Choose My Company et nous sommes très contents de vous recevoir ce matin pour ce morning. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, donc Choose My Company, nous sommes une entreprise à mission au sens de la loi Pacte et notre raison d'être est d'améliorer la relation entre une organisation et ses parties prenantes. Et ce matin, il s'agit de la relation au travail et les salariés. Donc, je suis très heureuse de vous recevoir ce matin pour explorer cette relation avec des collaborateurs et leur espace de travail et leur motivation. Pour commencer, ça ne serait pas un matin Choose My Company sans quelques chiffres. Alors, je voudrais juste partager avec vous des découvertes Choose My Company récentes. Donc, ma premier constat, c'est que l'hybridation de travail est bien là. Ça ne doit pas vous surprendre. Ça fait 20 ans qu'on en parle du fait d'être en présentiel et à distance, d'être synchrone ou asynchrone, d'être matériellement ensemble ou dans une relation dématérialisée avec son entreprise. Et en mars 2020, juste en quelques jours, ça s'est fait. Donc, l'hybridation du travail est bel et bien là. Alors, qu'est-ce qu'il en est au mois de mai 2021? Alors, notre étude Work Anywhere montre qu'il y a à peu près 8 salariés sur 10 qui sont favorables à la poursuite du travail à distance. Et donc, le travail à distance fait partie et plaît dans le paysage professionnel des Français. Mais au mois de mai, donc au bout du 3e confinement, les collaborateurs sont à peine 6 sur 10 qui pensent, même en travaillant à distance, ils sont dans cette même relation de convivialité avec leurs collègues. Et ça, c'est un chiffre qui a baissé d'à peu près 10 points depuis le premier confinement. Donc, le 3e confinement est passé par là pour ces collaborateurs qui sont en manque de lien avec leurs équipes. Alors, dans notre étude Workplace Index, on apprend que 2/3 des collaborateurs tout de même disent être fiers de leur bureau quand il y a des personnes, des collègues de l'extérieur ou des clients qui viennent les visiter. Et quand ils en parlent avec des notions de confort, d'ambiance et de convivialité qui font partie de leur vocabulaire. Donc, au bureau,
Prochainement, on va y retourner. On parle de hybrid working, du travail hybride, chose qui existe donc depuis longtemps. Et en ce printemps 2021, il est associé de plus en plus avec des questions, non seulement des questions digitales, mais des questions plus culturelles et des questions plus émotionnelles, des notions de valeur, d'autonomie, même d'énergie vitale d'une organisation et de mise en mouvement des compétences qui aura lieu de manière plus ample, on espère, avec le déconfinement qui se profile. Et donc, ce matin, nous allons explorer cette question de workplace, de l'hybridation du travail. Et pour ce faire, j'ai le plaisir d'accueillir 3 personnes qui vont parler avec nous de plusieurs choses. Donc, comment est-ce que cette pause Covid a transformé les fondamentaux au travail? Dans ce contexte, quel est le lien entre la motivation et l'espace du travail? Comment faire du bureau un espace qui répond aux nouvelles attentes et qui donne envie d'y retourner? Et bien sûr, à la fin de notre session, vers 9h45, 9h50, on aura de la place pour des questions-réponses qu'on vous invite à mettre dans le chat. Maintenant, passons au cœur de notre morning ensemble. Et j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau trois grands experts sur la question. Tout d'abord, Stéphane Hugon, sociologue et cofondateur de Eranos, cabinet de transformation sociétale, avec une activité à la fois d'observatoire d'études et d'accompagnement de la transformation et l'innovation. Stéphane, est-ce que tu pourrais allumer ta caméra? S'il te plaît, pour rejoindre, voilà. Pour rejoindre. Bonjour et merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour Célika, bonjour à tous. Alors, notre deuxième invité ce matin est Olivier Caville, qui est directeur de la communication du groupe Pernod Ricard et qui va nous parler de son expérience en tant qu'auteur du projet The Island, le nouveau siège social de Pernod Ricard qui se trouve à Saint-Lazare, pour ceux qui l'auraient déjà vu de l'extérieur. Et finalement, pour connecter tout ça dans la gestion de projet, Valérie Parenti, directrice associée de Sages & Partners, agence de design et d'identité de marque qui ancre justement l'identité des organisations, entre autres dans les lieux. Donc, merci beaucoup à tous les trois d'être avec nous ce matin. Et alors, je vous propose qu'on commence notre échange ce matin. Qu'on échange notre échange ce matin, voilà, comme ça tout le monde nous voit bien à l'écran, avec une question très très simple et qui est alors à quoi ça sert finalement d'aller au bureau et qu'est-ce qui a changé depuis 1 an? Et je propose à Stéphane de prendre cette question pour démarrer notre débat ce matin. Stéphane, est-ce que tu pourrais remettre ta caméra, s'il te plaît? Stéphane? Alors, en attendant que Stéphane se reconnecte, je propose peut-être, Valérie, que tu pourrais nous parler, de ton point de vue autour du bureau. À quoi ça sert d'aller au bureau et qu'est-ce qui, pour toi, en tant qu'expert justement dans le management des espaces, des identités des espaces, te frappe depuis 1 an? En fait, ce qui est intéressant, c'est de se demander à quoi sert le bureau et de repartir d'une perspective un peu plus, je dirais, long terme. Parce que quand tu regardes servait le bureau historique, c'est que c'était un lieu collectif pour exécuter des tâches. Dans une fonction, je dirais, assez pyramidale et hiérarchique de l'entreprise avant, tu avais des tâches qui étaient impulsées par la direction et ensuite exécutées par le reste de l'organigramme. Et donc, le modèle du bureau était très calqué sur celui de l'usine, où tu avais des tâches très, je dirais, très prévisibles. Et donc, finalement, tu avais une chaîne finalement de production.
Et le bureau, qu'il soit en bureau fermé ou en open space, c'était une façon très organisée et très lisible d'organiser les tâches. Aujourd'hui, on n'est plus du tout dans le même cas de figure. La révolution de l'intelligence de l'intelligence collective est passée par là, et le Covid passé par là. Donc on est je dirais, on peut parler de 5e révolution industrielle dans notre métier. Voilà, donc si tu veux, je peux laisser Stéphane reprendre la parole sur ce sujet-là, mais c'est vraiment très, très intéressant ce qui est en train de se passer en ce moment. Oui, oui. Alors, Valérie, est-ce que tu pourrais nous dire d'où tu nous rejoins ce matin? Tu es à la manufacture, c'est ça? Oui, je suis à la manufacture dans notre propre lieu. Et derrière, là, vous voyez derrière moi, c'est notre jardin tropical. On est dans une ancienne halle industrielle qui était à l'Alstom de construction de turbines de TGV, un lieu industriel qu'on a transformé en lieu d'agence pour notre agence de design. Voilà, donc c'est un lieu d'art de vivre. Une vraie illustration de cette question de transformation de lieu où on exécutait des tâches en un lieu d'innovation, d'efficacité, de convivialité et de créativité. Superbe. Alors, Stéphane, je t'invite à prendre la parole sur cette question. Justement, cette question de base, c'est à quoi ça sert d'aller au bureau et qu'est-ce qui a changé selon toi dans l'année qui vient de s'écouler? On a le sentiment que cette question, elle est folle, elle est inattendue. Pourquoi aller au bureau? En fait, et il y a même pendant quelques jours, peut-être quelques semaines, on s'est posé la question. La question s'est rapidement refermée, on est bien d'accord, puisqu'il est absolument nécessaire, on en a fait l'expérience intime, absolument nécessaire pour les collaborateurs, pour l'entreprise, de trouver un lieu qui fait lien, c'est-à-dire un lieu sur lequel les interactions vont agir. On a découvert, avec ces épisodes un peu douloureux ces derniers mois, qu'une entreprise, ça n'est pas une boîte au sens tel qu'on l'utilisait il y a encore quelques années, c'est-à-dire quelque chose d'étanche avec un intérieur, un extérieur, c'est quelque chose d'assez ouvert. Mais néanmoins, c'est quelque chose qui vient cristalliser, qui vient manifester, qui vient théâtraliser le récit et l'imaginaire de l'entreprise. Voilà. Donc, effectivement, ce que disait Valérie, c'est que pendant très longtemps, le bureau, c'était la transcription fonctionnelle et utilitaire de la capacité à produire. Et aujourd'hui, pour tous nos métiers de service, nos métiers du savoir, dans une société elle-même traversée par la question du symbolique et la question de l'imaginaire, aujourd'hui, l'entreprise est devenue l'incarnation, la théâtralisation du récit managérial, de l'identité collective de l'entreprise. Voilà. D'accord. Donc, en fait, ça vient rematérialiser ce lien entre des collaborateurs et leur organisation. C'est ça. Et votre mot est important parce que dans un moment où ça s'est dématérialisé très justement, on a souffert de ne pas toucher les gens, mais on a souffert aussi de ne pas avoir le parcours qui nous emmène à l'entreprise avec toutes les étapes qui nous permettent de nous construire, de prendre le costume pour rentrer dans la psychologie collective qui essaye d'une identité partagée. Et c'est très fort de s'apercevoir que pendant ces quelques mois, on s'est rendu compte combien c'était à la fois utile et absolument nécessaire de se rencontrer, de voir, de matérialiser, de ritualiser l'acte de travail. Alors, bien sûr, il y a énormément de choses qui vont changer, hein, on va y venir, mais en tout cas, l'idée que le bureau pouvait disparaître, ça nous a traversé l'esprit pendant peut-être quelques jours, mais immédiatement, on s'est rendu compte qu'on n'est pas, en fait. Oui. Alors, je rebondis sur ce mot parcours. Je crois, Valérie, quand on préparait ce matin, tu m'as parlé de l'émergence, pas d'une journée de travail, on va à son bureau et ensuite on part, mais vraiment d'une vision du parcours, du parcours global du travail du collaborateur. Justement avec cette hybridation du travail qui tend vers à peu près 2-3 jours par semaine en présentiel et le reste du temps à distance. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire de cette parcours que tu mets en scène pour tes entreprises partenaires? En fait, nous, la façon dont on réfléchit et dont on conçoit les bureaux, c'est avec cette notion de parcours. C'est le fait que jusqu'ici, et en tout cas avant le Covid, on réfléchissait à une notion de parcours à l'intérieur du bureau du siège social, par exemple. C'est-à-dire que
Au lieu de penser j'ai besoin d'espace de bureau fermé, d'espace de travail, d'espace de réunion, d'espace d'accueil, etc., on réfléchit plutôt en termes d'usage. C'est de quoi j'ai besoin ou de quels usages je vais avoir tout au long de ma journée pour travailler. Je suis accueilli, je vais faire une pause café, je vais en salle je vais faire une réunion, je vais me concentrer pour préparer un dossier. Je vais ensuite présenter en groupe collectif. Et donc, j'ai une multiplicité d'usages tout au long de la journée. Et ensuite, une fois qu'on a déterminé ces usages, eh bien, je définis un parcours tout au long de ma journée à l'intérieur du lieu. Et ce qui a changé et ce qui est éclaté aujourd'hui, c'est que je n'ai plus ces usages à l'intérieur d'un même lieu, donc une unité de temps, une unité d'espace, mais je vais avoir ces usages-là qui vont être éclatés finalement avec mon travail hybride entre mon chez-moi, entre le siège social, entre demain peut-être des tiers-lieux ou des lieux de corpo-working. Et c'est ça la grande, je dirais, la grande révolution de cette nouvelle façon de penser les lieux par rapport aux usages. Voilà. Et donc, c'est penser un parcours global, finalement, non pas tout au long de la journée à l'intérieur de mon siège social, mais tout au long de la semaine ou tout au long du mois, entre mes différents lieux. Oui. Valérie, est-ce que tu pourrais vérifier que ta caméra pour qu'on te voit bien parce que je crois qu'il y a aussi, pour continuer, une autre notion qui est ressortie dans ces changements et c'est cette notion de care, voire de cocooning qui émerge comme un besoin et une attente des collaborateurs sur le lieu de travail. Nous, ce qu'on s'était... Il y a plusieurs tendances fortes, moi, je pense, avec la période qu'on vit. Bon, la première, c'est le travail hybride, c'est évident. Et le travail hybride, c'est pas seulement l'hybridation entre je suis chez moi ou je suis au bureau, mais c'est l'hybridation des usages, l'hybridation des espaces et l'hybridation entre le présentiel et le distanciel qu'on va avoir partout. Le deuxième, donc... toi, tu en as parlé, Stéphane, c'est le lieu crée le lien. C'est le lieu est hyper important pour recréer cette relation physique entre les personnes. Et quand on voit bien le taux de mal-être dans lequel étaient les gens avant ce dernier confinement, il y avait vraiment besoin de recréer cette relation. Et le troisième, en effet, c'est cette notion de care qu'on trouve intéressante parce que on est dans cette, on a, je trouve, à travers ces derniers mois, on a vécu un meilleur équilibre vie privée, vie personnelle, parce qu'on est parti chez soi. On a pu finalement gérer mieux sa vie perso, ou au contraire, moins bien la gérer. Et donc, ce qu'on pense, c'est que le lieu, le siège social, doit être un lieu de soins qui doit prendre soin de ses salariés pour qu'ils soient plus efficaces. D'où cette notion de care. D'accord. Au bureau, et ça se manifeste. Et comment ça se service. manifeste concrètement dans les bureaux? Mais c'est-à-dire que j'ai besoin de service quand je fais le parcours, quand finalement je suis un jeune adulte et que je retourne chez mes parents. Quand je retourne chez mes parents, je mets les pieds sous la table, j'ai les machines à laver qui fonctionnent, etc., etc. C'est la même chose. Quand j'étais chez moi, mon ordinateur il marchait pas forcément bien. Là, je retourne au bureau, j'ai tout le service informatique, je peux déjeuner, j'ai pas besoin de préparer mon propre repas pour moi et mes enfants, etc. Donc il y a cette notion de care et de soin. Je peux me déstresser, je peux avoir des salles de sport, etc. Donc, c'est cette idée d'apporter du service pour continuer à faire que l'équilibre vie pro, vie perso soit respecté. Voilà. Ouais. Alors, je vous propose maintenant qu'on va aller se balader du côté d'une entreprise qui a franchi le pas de cette évolution du lieu de travail. Et donc, il s'agit, comme on l'a dit tout au début, de Pernod Ricard avec le projet The Island. Et donc, Olivier, on a la chance d'avoir Olivier Caville avec nous ce matin, qui était au cœur de ce grand projet. Et peut-être juste pour commencer, Olivier, est-ce que tu pourrais nous raconter l'histoire d'où vient ce projet et cette envie déjà de mise en mouvement et ensuite, on regardera ce que vous avez fait concrètement dans la mise en œuvre. Merci Célika. Bonjour à tous, très heureux d'être parmi vous. Alors, je ne suis peut-être pas le meilleur ambassadeur du bureau ce matin puisque je suis chez moi. Et pourquoi je suis chez moi? Simplement parce que j'ai
saurais tout comme ça. J'ai un shooting juste à côté, à Reims, parce que je vis à Reims, et je prépare juste après cette conférence à aller sur le set du shooting. Voilà. Donc du hybride. Absolument, absolument. Alors oui, cette aventure, parce que c'est une aventure quand même qui a duré à peu près 3 ans et demi, et déjà premier message, un changement de bureau, c'est pas uniquement un changement de bureau. Un changement de bureau, et en tous les cas un changement de siège, doit être vécu comme un vrai moment de transformation profonde de l'entreprise, puisque les murs de ce nouveau bureau doivent immanquablement incarner cette vision, votre ADN, votre culture, si vous voulez construire quelque chose de spécifique, et notamment, j'y reviendrai, cette notion d'expérience. Donc l'aventure en fait a commencé il y a donc 3 ans et demi. Alors on peut se demander pourquoi c'est le directeur de la com qui a géré un tel projet, puisque initialement ça n'avait rien à voir du tout avec, j'allais dire, le concept de transformation qui était le nôtre. Au tout début, c'était, je devais balancer une rumeur à Paris, comme quoi nous devions, c'est pour ça qu'il y avait le DIRCOM, comme quoi nous devions déménager de nos anciens bureaux pour essayer de faire pression sur les loyers. Et à l'époque, nous étions plutôt engagés dans une transformation du siège historique, qui était place des États-Unis. Puis, on s'est pris au jeu. Et quand on a commencé à visiter 2-3 trucs, on s'est dit, non, il faut qu'on aille plus loin et pas simplement changer de moquette et de bureau, mais de changer complètement le paradigme de l'entreprise. Et on s'est posé une question qui a un peu changé depuis, sur un an. On s'est posé déjà la question, comment donner envie aux collaborateurs de venir. D'ailleurs, je vois que 2 fois le mot convivialité a été prononcé, et c'est l'ADN de l'entreprise, puisque la signature de Pernod Ricard, c'est créateur de convivialité. Vous savez que nous, on vend évidemment du lien à travers nos produits, du lien social dans les bars, dans les restaurants, etc. Donc la notion de convivialité, la notion d'interaction, la notion de vivre ensemble est au cœur de l'identité de Pernod Ricard. Et donc, comme on l'a vu avec Stéphane. Si je peux juste rebondir sur quelque chose, Olivier, quand on a préparé, tu m'as parlé de l'importance à côté de cette création de lieux qui incarnent cette convivialité, de l'importance d'inclure tous les collaborateurs dans cette aventure. Comment est-ce que vous êtes pris pour faire ça? Et qu'est-ce que vous en avez, qu'est-ce que Pernod Ricard en a tiré? Absolument. Quand on pose l'équation, ça doit être une aventure collective, parce que c'est un changement de paradigme, parce qu'on va recréer tous ces niveaux de lien et d'échange. Impossible de faire autrement que de passer par une approche très inclusive, et j'allais dire 100% inclusive avec les collaborateurs. Et tous les collaborateurs. Alors que le siège, pour que vous sachiez, c'est à peu près 1000 personnes chez Pernod Ricard, sur un groupe de à peu près 18 à 19 000 collaborateurs. Et donc, on a pris le parti, pas simplement d'avoir un comité de pilotage représentant toutes les fonctions, etc. Ça, c'est le b.a.-ba d'un projet, mais d'avoir à côté les 1000 collaborateurs qui ont été impliqués pendant 3 ans. 3 ans avec, je vous raconte pas, c'était une lourdeur absolue, mais pendant 3 ans, ils ont pu visiter 3 fois le chantier. Pendant 3 ans, ils ont participé jusqu'au choix du siège, au choix du bureau, au choix des espaces, au choix de l'approche, au choix des règles de vie, etc., etc. Ils ont vraiment co-construit. Parce qu'à partir du moment où ils co-construisent leur nouvelle maison. Et donc, quand ce sont les nouveaux propriétaires. Et donc, eux-mêmes, ils savent où est le salon, ils ont choisi la couleur du canapé, ils ont choisi la couleur du papier peint, et donc ils s'approprient cette nouvelle maison, leur nouvelle maison. Parce qu'à l'époque, nous étions déjà, il y a 2 ans, dans une démarche très forte de télétravail. Il y avait déjà 2 jours de télétravail par semaine chez Pernod Ricard. Et donc, la question qui était comment donner envie de venir au bureau, est devenu aujourd'hui comment redonner envie aux gens de venir au bureau. Alors, je vous cache pas que c'est devenu très très facile, puisque compte tenu de ce qu'on a pu créer en 3 ans, c'est un truc aujourd'hui exceptionnel. J'espère que vous êtes très nombreux à venir nous voir, parce qu'il y a la Fondation Ricard, enfin bref. Donc, le concept, une expérience collaborateur très forte, exactement, et j'en finirai sur ce point, exactement comme quand vous faites une expérience consommateur dans le retail. Dans le retail aujourd'hui, il y a une expérience consommateur, les services, il se passe autre chose parce qu'il y a le digital, etc. Donc, je viens au magasin pour vivre autre chose, je vais au bureau pour vivre tout ce que je ne peux pas vivre chez moi. Et qu'est-ce que je ne peux pas vivre chez moi? Eh bien, c'est très simple,
Teams et Zoom ont montré que toutes les réunions étaient possibles d'être organisées digitalement. Il y a un truc que ne peut pas faire Teams et Zoom, c'est tout ce qui se passe hors des réunions. Et on a travaillé avec un garçon qui nous a quitté malheureusement, Thomas Allen, que vous connaissez peut-être du MIT, j'imagine Stéphane le connaît, sur tous ces grands chiffres qui montrent que 80% des idées innovatives ont lieu hors d'une salle de réunion. Que 97%, je crois, là encore, des disruptions ont lieu dans un périmètre de 50 mètres. Donc, nous, on a gardé ça, 50 mètres, et on a tout joué, toute l'organisation, dans un périmètre de 50 mètres autour de chaque collaborateur. Oui. Et avant de découvrir à quoi ça ressemble, peut-être Stéphane, qu'est-ce qui résonne pour toi dans ce que dit Olivier? Mais ce qui est passionnant dans ce qu'évoque Olivier, c'est que sur le fond, il y a une continuité totale entre la manière dont les marques du groupe incarnent et ont formulé une promesse relationnelle, c'est-à-dire que chaque marque produit un événement humain singulier, identifiable et différent. Et ce qui est intéressant, c'est que dans le groupe, vous avez réussi à identifier aussi une promesse relationnelle en tant que marque employeur. Et effectivement, chez Highland, on retrouve l'esprit et la convivialité qui est propre à chaque marque, que ce soit de Viborova, Absolute, etc., où chacun a son style, a son esthétique, à son être ensemble, à sa manière de travailler. Peut-être qu'il y a une manière de faire une réunion Absolute qui sera différente, de faire une réunion Jameson ou Chivas qui sera peut-être un peu plus assise. Je rebondis, Stéphane, c'est exactement ça. C'est qu'en fait, on a organisé chaque étage, pardonnez-moi, on ne se refait pas autour de 2 bars. Donc, on a 2 bars qui sont en fait les carrefours, parce que la notion de flux, la notion d'échange, donc il y a 2 carrefours qui permettent à chacun de se revoir tous les jours autour de ces carrefours, autour de nos marques. Et effectivement, le carrefour Absolute n'a rien à voir avec le carrefour Ricard, avec tout le respect que je dois à Ricard. Et donc là, effectivement, on est passé sur il y avait des règles, on est passé sur un flex office, on est sur une notion de flex office avec une notion où les collaborateurs ont tous une place garantie, mais l'idée, c'est qu'ils puissent s'installer n'importe où, dans n'importe quels étages, où ils veulent, dans n'importe quelle filiale, dans n'importe quel département, même si c'est pas le leur, de manière à toujours générer ces rencontres qui ont lieu autour de ces carrefours. Et on a même, sous, j'allais dire, les recommandations de Saguez, avec qui on a travaillé, Valérie, on a même intégré les escaliers de secours, qui sont ces trucs en béton froid, etc., voilà, que personne n'a envie de rentrer dans l'escalier de secours et de pousser la porte de secours. On les a même réintégrés, nous, en faisant une expérience de design très forte. Il y a plein de décos sympas, etc. Bref, dans ces escaliers qui deviennent, là encore, des espaces de rencontre. Il y a même des sièges dans l'escalier. Incroyable. Alors, je propose rapidement, peut-être qu'on découvre ce à quoi ça ressemble. Je crois que là, on est bel et bien dans les bureaux de The Highland. Oui. Absolument. Bon, là, oui. Alors, peut-être Valérie, avec Olivier, vous pourriez nous en dire quelques mots de cet espace. Là, on a également des espaces de bar. Là, c'est les espaces de travail, justement, qui sont… en fait, ce qui est important aussi, peut-être, de dire pour les gens les néophytes, c'est que nous, par rapport à ce qu'on connaît habituellement des bureaux, on a soit la salle de réunion, soit l'espace de travail. Donc moi, je dis que c'est la règle des 80% d'espace de travail, 20% d'espace de réunion fermé. Et là, chez Pernod Ricard, ce qu'on a fait, c'est qu'on a complètement éclaté ce modèle-là avec une nouvelle règle, moi ce que j'appelle la règle des 3 tiers. C'est la règle de 1 tiers d'espace un peu de travail où on peut travailler soit sans bench comme on veut, 1 tiers d'espace travail autrement qui est complètement lié à cet espace de travail. Et donc là, on est dans cette configuration où finalement, j'ai plein de postures différentes pour répondre à mes différents usages. J'ai besoin de je regarde la vie, j'ai besoin de faire une à 2, je me mets sur un petit canapé à 2, j'ai besoin de me mettre sur le bench d'équipe, je me mets sur le bench. Et puis après, le 3e tiers, c'était les espaces de réunion formels. Voilà, le fameux escalier ici de secours qu'on a complètement customisé en fonction de l'histoire des différentes marques du groupe.
Peut-être donner quelques chiffres, 1000 collaborateurs aujourd'hui au siège. On a fait évidemment des études, ça peut être le début de l'aventure, des études sur d'abord le taux de présence. Donc on s'est rendu compte qu'à un instant T, vous aviez 60% des effectifs présents. Donc grosso modo, 650 personnes sont présentes au siège. Et puis ensuite, vous faites des études d'usage. Vous regardez où vont les gens, que font les gens. Et donc à partir de là, nous on a vraiment voulu aussi y insérer une vision puisqu'on est dans une transformation de l'entreprise depuis 2015, avec un plan qui s'appelle Transform and Accelerate, un plan business. Donc c'est non seulement le bâtiment doit correspondre à votre ADN, votre culture, créateur de qualité, mais aussi avec votre ambition business, Transform and Accelerate. C'est-à-dire que c'est ça notre plan, qui, avec une digitalisation très forte, je vais pas y revenir. Et donc nous, effectivement, on a travaillé sur trois types d'assises. Pour vous donner une idée, donc je vous ai dit 600 personnes présentes à un instant T. Donc on a 600 places qu'on va appeler formelles. Voilà, donc un bureau, l'écran, le clavier. Donc la vision traditionnelle de je viens au bureau et je fais mon travail. C'est à peu près 60% grosso modo de la totalité du design. Ensuite, vous avez les 40% restants qui sont répartis en deux types d'espaces. Les espaces dits collaboratifs. Donc là, c'est des salles de réunion, des salles de créativité, des petites alcôves, voilà, où on peut toujours se brancher avec un ordinateur, etc. Et ensuite, après, on a un dernier type d'espace qui sont dits les espaces informels, où là, on est plutôt, c'est le bar, c'est les canapés, c'est les quiet rooms pour s'isoler et travailler, c'est tous les espaces services, etc. On a le coiffeur, on a la garde pour chien, on a la totale, on a coché toutes les cases. Donc c'est marrant d'ailleurs qu'on a d'abord tous validé la garde pour chien et qu'on ait tant de problèmes à valider la crèche. C'est encore un des soucis. Oui. En termes, il est plus facile de créer, je vous le dis, une garde pour chien. Incroyable. Voilà. Incroyable. Alors ça nous emmène à la question des services. Parce que on a vu dans les locaux, il y a des alcôves, des phone box, des tables hautes avec des places de travail avec vue, le bar, les cafés, ces fameux escaliers, etc. Et ensuite, il y en a une question de service. Je crois avant le Covid, tout ce qui était conciergerie, etc., était assez tendance. Valérie, on avait parlé. Alors, est-ce qu'il faut plus de services, moins de services, des services différents dans ces lieux quand on doit envisager ce parcours global du collaborateur qui navigue à la fois entre un espace de travail collectif et ensuite d'autres espaces de travail? Qu'en est-il des services? Oui. Nous, on a pas mal de débats différents en fonction de nos clients. Bon, je sais qu'on va en parler avec Olivier, mais c'est vrai que chez Pernod, on a la totale. Mais aujourd'hui, certains de nos clients se disent, bon, écoutez, cette période va se mettre en place avec du télétravail, 2 jours en moyenne chez soi, pour faire plus de services au bureau. Il n'y a pas besoin puisque finalement, on est une partie du temps chez soi. Donc, certains de nos clients sont plutôt à la réduction de services, c'est-à-dire on n'a plus besoin de salle de sport, on n'a plus besoin de conciergerie, on va réduire la fonction à la rigueur, restauration, voilà, au minimum. Moi, je dirais, mon point de vue, je pense que Olivier, tu es aligné avec moi là-dessus. Je pense qu'au contraire, plus tu as de services, moins et plus on est dans une ère d'attraction et de guerre, de rétention des talents. Donc, je pense que c'est vraiment important de se dire que on apporte vraiment une notion de service et de cocooning à nos clients. Voilà. Donc, moi, je suis à fond là-dessus. Je ne sais pas ce que tu en penses, Olivier, mais je ne vais pas réduire les services pour autant, quoi. Non, c'est sûr. Mais exactement. Et je crois que aujourd'hui, l'une des problématiques qui nous guettent tous dans nos entreprises, c'est cette vision financiarisée, j'allais dire, du bureau, parce que forcément, nos patrons respectifs, et Alexandre Ricard aussi, se dit, tiens, si maintenant j'ai 80% de mes collaborateurs le vendredi et le lundi qui sont plus là, est-ce que j'ai vraiment besoin de 20 000 mètres carrés, quoi? Est-ce que je peux pas réduire ça à 15 000? Parce que c'est normal, il y a une pression très forte de la part des actionnaires, etc. Et nous, la réponse qui est la nôtre,
c'est que, en fait, d'avoir ce siège qui permet de créer une expérience, et donc très forte chez Pernod Ricard, la notion de convivialité, de recréer du lien, parce que c'est notre métier, le lien social. Eh bien, ça crée de l'efficacité au travail, parce que les gens sont plus heureux. Donc, il faut tout faire pour que les gens, quand ils viennent au bureau, et encore plus aujourd'hui, parce que c'est ceux qui pourront faire la différence demain, quand on a vu en situation de crise, si Pernod Ricard, honnêtement, a pu tenir, comme on l'a tenu, parce que je vous rappelle qu'on a quand même eu tous les bars de France et de Navarre qui se sont tous fermés d'un coup d'un seul, de la Chine en passant par les États-Unis et la France. Si on a pu maintenir très fortement ce lien social en télétravail, c'est parce que nous avions un lien social très fort construit dans le réel. Et c'est parce qu'à un moment donné, au bout de 3 confinements, et c'est pour ça que ça a été très facilement possible de faire revenir tout le monde, on s'est rendu compte que l'usure, même si tout le monde c'était super, moi j'avais jamais conduit mes filles à l'école, donc ça y est, j'ai découvert enfin l'entrée de l'école, voire même son adresse, et tout ça, ça a permis effectivement de créer d'autres choses, mais d'un autre côté, on a tous senti qu'on avait perdu en efficacité, en lien, tout ce qui se passe entre deux réunions, parce que quand vous avez deux réunions team, il est 10h59, paf, vous devez zapper sur la réunion de 11h, en plus avec une sorte de diktat de l'horaire qu'il n'y avait pas avant, voilà. On passe plus par le comptoir, nous on passait tous par le comptoir, donc c'est là, quand vous passez par le comptoir en allant dans la salle de réunion, c'est là que ça se fait en fait. En passant en comptoir, vous avez le fameux elevator pitch, et ça c'est pas une blague, c'est que vous rencontrez en fait un collaborateur par hasard, et là vous savez que vous avez 2 minutes pour lui raconter votre problème, et dans ces 2 minutes-là, vous allez être hyper efficace. Donc, essayez, et nous, c'est d'ailleurs quand Alexandre Ricard parle de notre bâtiment, il a dit on a essayé de créer partout des carrefours pour rencontres informelles. Voilà, et donc de capitaliser sur tout ce qui ne peut pas se faire sur Zoom. Et ces moments entre 2 réunions et ces moments informels. Et ça, c'est un élément clé, ça, pardon, Célica, je te coupe, mais oui, ça, c'est un élément clé, parce que, en fait, quand on cherche quelle est la performance d'une entreprise, très souvent, et moi je l'ai vu chez nos clients, les fonctions RH par exemple sont capables d'identifier individuellement les capacités, les forces et les compétences de chacun des collaborateurs. Mais il y a quelque chose qu'ils sous-estiment en général, c'est leur capacité d'interaction. C'est pour ça je suis très attentif à ce que dit Olivier, parce que la capacité d'interaction, l'intelligence au sens étymologique du terme, interligéré, c'est-à-dire être capable de se toucher, de se rencontrer, de se dire 3 mots, etc., qui constitue véritablement un élément fort pour la cohésion et la résistance de l'entreprise. En fait, on le voit que dans les moments de crise, comme on l'a vu là, avec la distanciation sociale, et dans d'autres moments qui sont les moments de déménagement. Un déménagement, c'est pas simplement une histoire de mètres carrés et de carton, c'est un locucide, c'est-à-dire c'est un lieu qui meurt. Et il meurt avec sa mémoire. Je crois que c'est une des plus grandes peurs ou des plus grandes motifs de stress. Exactement. Parce que dans un lieu qui disparaît, il y a à la fois des choses très positives et des choses très négatives. Les choses positives, c'est toutes les petites formes d'interaction qui sont des petites innovations microscopiques, des petits trucs et des habitudes qui donnent la force à l'entreprise, au-delà des process individuels, en fait. Et alors ça, c'est très positif et ça met du temps à être rétabli. C'est pour ça qu'il faut accorder, pour être capable de l'identifier, il faut accorder de l'importance à la question du lien, à la question de l'interaction. Il se trouve que c'était dans l'ADN du groupe Pernod Ricard, donc c'est pour ça qu'ils ont été plus attentifs à ça. Mais c'est quelque chose de très occidental. Nous, on a la chance d'avoir un bureau à Séoul et on s'aperçoit depuis qu'on fait les allers-retours entre l'Europe et l'Asie à quel point les Occidentaux sont fascinés par le collaborateur individuel, son comportement, sa puissance, sa formation, sa compétence, et à sous-estimer les capacités d'interaction, c'est-à-dire la socialité, l'engagement, la confiance, la légitimité, le statut, tous ces éléments-là qui rentrent difficilement dans les XL et sur lesquels il est très important de pouvoir les monitorer, les maîtriser avant ce genre de grande transformation. Oui. Et donc là, on est encore dans tout ce qui n'est pas capté ni par Zoom ni par Excel.
Exactement. Alors, je rebondis sur le fait que déménager, c'est pas toujours facile. Et je crois que dans les différents projets que vous avez gérés chez Saguez et aussi au sein du projet Pernod Ricard, il y a quand même des personnes qui étaient réfractaires ou qui arrivaient moins facilement à projeter leurs fonctions dans ces nouveaux espaces qui sont très modulables, qui sont moins traditionnels et qui sont moins fermés par définition. Et là, je crois que vous m'avez parlé de services juridiques, entre autres une partie de l'administration. Qu'est-ce que tu pourrais nous en dire de ces réfractaires peut-être qu'il fallait inclure dans le projet? Ça peut faire peur, tous ces changements. Alors effectivement, le locutif, tiens, j'y avais pas pensé, je trouve ça super parce qu'on l'a bien tué le 12 mars des États-Unis, je peux vous dire, puisqu'on a évidemment construit le nouveau par opposition à l'ancien. Donc forcément, l'ancien qui était très bureau individuel, assez cloisonné, statutaire, puisque c'était le petit jaune de Marseille qui venait à Paris, donc il venait dans le 16e arrondissement, place des États-Unis, pas n'importe où. Donc il y avait un côté très statutaire. Et là, en fait, le mouvement qu'on a fait, c'était de venir au centre de Paris, au milieu de nos consommateurs, dans un quartier beaucoup plus populaire, beaucoup plus proche, fait, finalement, de l'ADN du groupe. Et donc, on a eu à peu près au début, quand vous disiez flex office, alors parce qu'on a vu des filiales au Brésil, au UK, etc., qui avaient fait flex office, mais flex office où premier arrivé, premier servi. Donc forcément, vous n'arrivez pas à 8h30 du matin, vous n'avez pas de place, quoi. Donc ça faisait peur à tout le monde. Et puis alors, forcément, donc ça avait parlé un peu. Et on avait à peu près, quand on a commencé nous, on avait à peu près 25% de réfractaires, qui étaient les professions sédentaires. 25%. 25%, ce qui est assez fort quand même. Hein. Donc réfractaires au projet, voilà. Donc dedans, vous aviez les professions assez sédentaires, que sont le légal, que sont la comptabilité, les assistantes qui est une fonction capitale dans une entreprise aujourd'hui, puisque en termes de carrefour, je peux vous dire que les assistantes, vous n'avez pas dans la poche, c'est très compliqué d'emmener tout le monde. Et donc, au début, donc on n'a pas fait de traitement spécifique pour les réfractaires, considérant en fait l'approche, c'est que ce sont les autres qui vont les convaincre. Voilà. Et donc, en fait, on les a intégrés, comme tout le monde, dans les grands, je vous ai dit, on a fait plus de 400 groupes de travail sur 3 ans, enfin bon, très lourd. Et puis petit à petit, elles sont rentrées, voilà, les fonctions ont compris, elles ont compris les avantages. Donc on a vraiment martelé l'avantage sur la collaboration, aller plus vite, etc. Mais à un moment donné, je dois dire que quand on est arrivé, parce qu'on a fait plusieurs études au cours du projet pour savoir où on était l'opinion publique, quand on est arrivé à un volant de 7-8% de réfractaires, on a décidé d'abandonner, de convaincre ces 7-8% réfractaires. C'est-à-dire, on n'arrivera jamais à convaincre ces gens-là, parce que voilà, le changement, par définition, leur fait peur. Et peut-être qu'à la longue, ils seront conquis. Mais à un moment donné, on a bien d'abord intégré tous ces gens dans les groupes de travail. Et puis, juste sur la fin, avant d'arriver au volant de 7-8%, on a essayé de faire un par un. On a eu on pouvait quasiment les compter sur les doigts d'une main. Donc là, on est allé les voir précisément avec le bâton de pèlerin. Oui. Voilà. Mais je crois que Saguez a un rôle d'accompagner dans ces changements et je crois qu'il en était à la fois question d'accompagner cette peur, mais aussi de les faire rentrer dans des nouveaux modes de travail. Pour qu'ils arrivent à s'approprier cet espace, cette nouvelle manière de vivre le travail qui passait peut-être moins par c'est ma plage, je personnalise avec ma chaise et mes 4 murs, mes 5 mètres carrés et de les faire vivre justement dans ces milliers de mètres carrés qui leur étaient mis à disposition. Valérie, comment est-ce que vous avez aidé Pernod Ricard à gérer ça? Oui, comme tu le disais, Célica, il y a un des arguments qui est assez fort et qui, avant le déménagement, de toute façon, parce que ce qui est toujours difficile, c'est de se projeter. Il y a un des arguments qui est assez fort et qu'on disait avec Pernod Ricard, c'est le fait de dire que avant, aujourd'hui, vous avez vécu pendant 20 ans dans votre façon de faire qui est j'ai mon bureau, je le personnalise, je suis sur 8, 10 mètres carrés, 12 mètres carrés et je m'en tiens à ça. Bah non. Demain, c'est quoi? C'est votre bureau, c'est les 10 000 ou les 20 000 mètres carrés. Tout ça, c'est à vous. Et vous pouvez donc, vous, créer cet espace-là, tous ces espaces-là pour vous.
Et c'est plutôt penser collectif et penser usage plutôt que penser individuel. Quand on revient à cette notion de collectif et dont parlait Stéphane, c'est vrai. Et réfléchir à ce collectif qui change tout. Alors, Et après, oui, vas-y. Ouais. Juste, à un moment donné, il faut quand même une appropriation de l'espace. Il faut pouvoir mettre son coupon, ceci est mon espace. Donc, comment faire ça? Donc, nous, on a créé des casiers individuels pour tout le monde. Chacun a son casier. On n'a pas pris des petits casiers, hein, on a pris des grands casiers. Alors, quand on a vu un truc qu'on a découvert, c'est le nombre de paires de chaussures qu'avaient toutes nos collaboratrices. C'est un sujet qui m'ont occupé des nuits entières. Donc, il fallait des grands casiers. Oui, parce qu'elles marchent beaucoup. Enfin bref, entre les baskets, les hauts talons pour la réunion, enfin, ça a l'air de rien, mais c'est des vrais sujets qui sont remontés très vite, très pratiques. Et donc, on a donné à tout le monde un casier individuel, mais surtout, c'est qu'on a organisé une grande campagne de photos. On a fait venir un photographe tout célèbre qui a pris les 1000 collaborateurs en photo, tous avec des postures différentes, un peu fun et sympa, qui en fait, c'est le marqueur de votre présence aussi physique qui reste. Quand vous allez chez nous, vous avez tous ces grands couloirs de casiers en fait un peu partout qu'on a disséminés avec toutes les photos des 900 collaborateurs, toutes plus rigolotes les unes que les autres. Et ce qui a permis de s'approprier l'espace. C'est mon chez moi. Oui. Et si j'entends bien, on est vraiment dans ce passage entre j'ai mon espace qui est fixe à comment est-ce que je navigue dans des différents, presque des micro-espaces qui m'apportent chacun un confort, une efficacité, un service et qui me font rentrer dans le collectif. Alors, avant d'ouvrir aux questions de la part de nos auditeurs, j'aimerais qu'on aborde deux autres points. Le premier concerne le rôle du lieu du travail dans la motivation des collaborateurs et l'attractivité pour les talents. Je crois tout à l'heure, on avait parlé, Stéphane, du fait que le bien-être, en fait, ce n'est plus un nice to have, mais ça devient une pièce centrale dans la mobilisation des énergies collectives à l'intérieur et ensuite l'attractivité pour l'extérieur. Oui, surtout dans cette période qu'on a vécue. Là, faut pas sous-estimer qu'on sort d'une période qui était à la fois très compliquée et surtout très hétérogène. Il faut se souvenir que s'il y a 100 000 décès en France, ça veut dire qu'il y a 600 000 personnes qui ont vécu un drame familial. Et donc, ça veut dire que pendant que d'autres personnes aussi vivaient des choses qui étaient beaucoup plus légères. Et là, il y a quelque chose qui est important, c'est que l'entreprise, dans l'expérience du travail, elle accorde une espèce d'équité. C'est-à-dire que les personnes qui viennent au travail, ils trouvent des conditions qui sont celles de leur rôle et non pas de leur fonction personnelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a disparu et que les gens qui reviennent dans le lieu du travail, ils reviennent avec des expériences qui sont diamétralement opposées. Voilà. Donc, comment revenir dans les vieux meubles? Comment revenir dans les lieux? Quel est le discours qui permet de réaccueillir des personnes qui ont vécu des choses extrêmement différentes, certaines vraiment dramatiques, d'autres c'était tout simplement extrêmement léger. Là, il y a un enjeu. Il y a un enjeu. Il y a surtout une nouvelle attente du fait de ce qui a été vécu, non pas seulement pendant le Covid, mais également pendant des crises relationnelles, des crises sociétales qu'on a vécues depuis les 10 dernières années, et je pense à des crises financières, crise de confiance, crise de la violence, les attentats de 2015, etc. Aujourd'hui, il y a une nouvelle attente du collaborateur quand il vient dans l'entreprise, qui est une espèce de fonction matricielle qui avait pratiquement disparu pendant tout l'imaginaire du travail de l'après-guerre. Et cette expérience de la vulnérabilité qui était vécue par les collaborateurs, elle doit être compensée par une promesse de sanctuarisation par l'entreprise. C'est intéressant parce que ça fait bouger les lignes. Hein. Ça, pendant 20 ans, les entreprises, c'était une machine à produire de l'ouverture, du flux. Aujourd'hui, c'est un petit peu différent puisque l'extérieur peut être ressenti comme un espace de l'hostilité. Donc, quand on rentre dans une entreprise, il faut savoir redécouvrir par des rites de passage, des seuils. Faut pouvoir savoir retrouver des espèces de dômes, des espèces de zones d'apaisement. Aujourd'hui, il y a notamment les jeunes générations sont en recherche de quelque chose qui a énormément de valeur, c'est le retour de l'insouciance. Et l'insouciance, ils l'ont pratiquement perdu depuis ces dernières années.
Oui. Et en complément de ça, je crois qu'il y a aussi un nouveau regard sur le pacte managérial, Et oui, tout à fait. avec la découverte de l'autonomie et des aspects de bien-être du travail à distance. Que l'ancien pacte managérial a éclaté et les collaborateurs, quand ils vont revenir au bureau, ils ne veulent pas retrouver, comme tu disais tout à l'heure, les vieux meubles. Ils veulent trouver quelque chose de nouveau, Exactement. d'une reconnexion, un renouveau. En fait, ce que tu dis est juste, c'est-à-dire qu'il y a eu pendant cette période-là une masse critique de collaborateurs, c'est-à-dire la presque majorité des collaborateurs qui ont vécu intimement la preuve qu'il est possible de travailler hors les murs de l'entreprise. Donc, c'est pas facile de faire un retour, surtout que pendant cette période-là, et particulièrement pendant le premier confinement, qui était l'occasion d'une espèce d'introspection, beaucoup de collaborateurs, et moi je l'ai vu dans certaines grandes entreprises de services, on va dire, que ces collaborateurs ont fait l'expérience intime qu'ils pouvaient travailler autrement, et du coup ça fragilise le pacte managérial dont tu parles, ça fragilise, je crois, le middle management. Dans les verbatims, certains nous disaient peut-être que mon chef ne sert à rien. C'est quand même très très dur pour une organisation de fragiliser le N+1 d'un bon nombre de collaborateurs. En fait, cette découverte qu'il était possible, notamment grâce à l'IT, mais pas seulement, c'est pas seulement une question d'outils, mais c'est une question de confiance en soi, organiser son travail différemment, organiser un quant à soi, parce qu'il y a beaucoup moins d'interactions, Olivier l'a dit, et du coup, les gens se réorganisent chez eux avec d'autres méthodes. Dans cette expérience-là, il y a de l'innovation, il y a de la maturation. Comment profiter de ça pour l'implémenter dans l'entreprise de demain? Là, je crois qu'il y a un véritable enjeu qui nécessite très certainement de savoir qui sont ces gens qui reviennent chez nous, ceux que nous croyons connaître. Et là, il y a probablement la nécessité d'une écoute pour savoir qu'est-ce que vous avez vécu. Et voilà. Et chez Eranos, nous l'avons fait pour une grande banque française, c'est-à-dire quelle est l'expérience et quelle est la motivation et quelle forme de subjectivité anime les personnes qui reviennent au travail et qu'est-ce qu'ils vont pouvoir déployer comme nouvelle énergie et au contraire, qu'est-ce qui va être inhibé par à la fois l'organisation, les process et on va dire un certain rapport managérial. Ça, c'est très important de bien anticiper avant le retour parce qu'il y a quand même un enjeu de reprise business qui est quand même clé et qui va se jouer dans les tout prochains mois en fait. Oui, oui. Et Olivier, pour toi, quel est le rôle du lieu de travail, à la fois dans la motivation de vos collaborateurs et ensuite l'attractivité pour en recruter de nouveau avec cette reprise business? C'est capital. Le lieu, d'abord, c'est le premier contact appréhendable par un prospect, par un jeune étudiant qui sort d'école. Le lieu, c'est tout de suite ce qui va lui permettre, avec le site internet, de comprendre un peu la boîte, où on est, etc. Donc ça, c'est capital. Donc c'est pour ça que le lieu il doit tout de suite dire qui vous êtes. Et c'est pour ça, nous, Place des États-Unis, dans des bureaux fermés, c'était plus qui nous étions. Et qui nous voulions être aussi demain. Ça, c'est important. L'image projetée de soi. Et donc, nous, aujourd'hui, The Island, et d'ailleurs, pourquoi The Island? C'est pas en référence au film avec Uma Thurman, c'est pas ce qu'il veut. The Island, c'est plutôt en référence aux îles des Ambiers. Et c'est ça aussi, cette synthèse entre le passé et le futur. Parce que les Ambiers, c'est là où tout a commencé. Ce sont des îles à Toulon et c'est là où on a commencé à créer le pastis, voilà, et qui appartiennent en fait à la famille Ricard. Et justement, Paul Ricard disait What better place than an island for dreaming? Donc, quelle meilleure place qu'une île pour rêver. Et donc, c'est devenu vraiment le motto de notre bâtiment. Et donc, pour moi, le siège, et pour nous, le siège est capital. Et au-delà même de ce qui se passe à l'intérieur, sa localisation au centre de Paris, c'était un vrai choix. Et forcément, quand on a en plus, aujourd'hui, il faut le b.a.-ba, on a parlé des services, mais soyons en termes de normes environnementales, normes de bien-être social, au top. Vous n'êtes pas au top, voilà, c'est tout de suite qui regarde ça. Et c'est sûr, il y a pas longtemps, je traversais les couloirs et j'entendais une nouvelle recrue chinoise qui était là, qui venait de Shanghai, parce que nous, on a une vraie guerre des talents, marketeurs, tout ça, c'est une vraie guerre de talents, et data scientist, par exemple. Et qui disait, il était au téléphone, j'imagine, avec un ami ou un parent, il dit, écoute,
Je suis assis là, à ma gauche, j'ai le Sacré-Cœur, à ma droite, j'ai la Tour Eiffel. Il fait hyper beau et dans 2 minutes, je vais aller dans un canapé parce que j'ai besoin de réfléchir. Voilà mon quotidien. Bon. Très bien. Alors, sur ce, je propose qu'on fasse atterrir notre morning ensemble, puisqu'il s'agit de projets d'aménagement, de bureaux, de donner envie, de retrouver ce lien et la matérialisation de la relation avec son équipe et son entreprise. Est-ce que vous auriez chacun un conseil à donner à notre auditoire s'ils veulent aborder ce type de projet? Peut-être, Olivier, on pourrait commencer par toi. Très rapidement, un projet réussi, à mon sens, de déménagement, c'est un projet qui correspond à quelque chose de beaucoup plus ambitieux qu'un simple déménagement. Voilà. C'est-à-dire que si derrière, il ne s'agit pas de mètres carrés ou de gagner en loyer, mais il s'agit vraiment de refonder le pacte social, managérial d'une entreprise, c'est ça, et qui doit être très en lien avec non seulement vos aspirations business, aussi et votre stratégie. Donc c'est une vraie synthèse, une vraie symbiose. Ça c'est le premier conseil. Et le deuxième conseil, c'est il faut vraiment que ça soit co-construit et pas co-construit par un aéropage de directeurs dans leur tour d'ivoire. Voilà. Ça demande beaucoup d'énergie, mais au final, tout le monde est hyper fier le jour du déménagement. Vous avez les gens, ils ont une banane comme ça parce que c'est déjà leur nouveau chez toi. Oui. Et Valérie, selon toi, qu'est-ce qui est important à prendre en compte autour de ce rôle de l'espace de travail dans la motivation et l'attractivité en 2021? Alors, moi, je vais tout à fait dans le sens d'Olivier, c'est l'espace de travail. Un vrai projet d'entreprise et il y a un vrai lien. C'est pour ça que on est très content de faire l'index avec vous. Un vrai lien entre engagement et motivation des salariés et la satisfaction par rapport à l'espace de travail. Et moi, le conseil que je donnerais, c'est aussi, aujourd'hui, on a son espace tel qu'il est. Donc, comment réaccueillir, comment redonner envie de venir au bureau? Et donc, on peut changer sans tout changer. Parce qu'en ce moment, on a pas mal de demandes et on travaille pour des clients comme ça. Ils ont des bureaux pratiquement neufs qui ont été livrés l'année dernière, l'année d'avant, etc. Mais comment je redonne envie d'aller au bureau? Il est possible de changer sans tout changer en se disant je retouche mes espaces et principalement mes lieux de convivialité, mes espaces de restauration, mes espaces de bar, mes espaces de tisanerie qu'on transforme en bar, etc. Parce que ça va être les lieux d'interaction du collectif et j'ai pas besoin de tout changer pour autant. Donc, je dirais, ce conseil-là que je donnerais. Voilà. Oui, et chez Sagues, je crois que vous conseillez aussi d'apporter de la poésie. Voilà, ouais. Et il y a un autre sujet, c'est qu'on a beaucoup travaillé sur le bureau utile, le design d'usage. Ça a été notre motto depuis 10 ans, 20 ans, on est designer, nous, notre travail, c'est le faire du design d'usage. Voilà, pour répondre à une utilité. Et moi, ce que je dirais, ce qui revient pas mal en force avec cette période-là, c'est comme tu le disais d'ailleurs, ce besoin d'insouciance, Stéphane, c'est le retour de l'émotion, de la sensibilité, de la poésie. On a vraiment besoin de ça. On était chez soi. Tu vois, là, tu as ta bibliothèque derrière toi, Olivier. On était dans son lieu personnel, ses œuvres d'art, ses objets, etc. On veut plus revenir dans un espace aride, trop personnel, désertique, etc. On veut cette notion d'émotion, et de poésie. Et je pense que ça va être très, très fort, ça. Voilà. Oui. Et peut-être très, très rapidement, Stéphane, parce qu'il nous reste 2-3 minutes, oui. Par rapport à justement peut-être un mot de fin par rapport à ce besoin d'émotion, de besoin de retrouver la matérialisation de cette relation. Là, on vit quelque chose qui est important. Là, il y a une occasion, il y a une porte qui s'ouvre pour faire quelque chose. En général, quand on pense à un lieu, il faut se souvenir de ce qu'en disent les anthropologues. Un territoire, c'est de l'espace plus de la mémoire collective. Donc, il faut avoir bien sûr une approche ergonomique, c'est-à-dire une approche fonctionnelle, bien sûr, mais ça suffit pas. Pour réussir un lieu, il faut d'abord regarder les gens, les collaborateurs. Ça veut dire que pour gagner l'aménagement ou disons la structuration de bureau, ça se gagne avant par le fait de connaître
les publics qui vont le traverser, tout l'écosystème, en tout cas les publics, être capable d'identifier leurs interactions, leur parcours, comme ça a été dit tout à l'heure, et leur capacité d'interaction les uns avec les autres. Quand on maîtrise ça, ça veut dire que on maîtrise déjà les formes d'appropriation et on est capable de théâtraliser très justement ce qui va faire l'énergie de l'équipe et ce qui va faire la performance relationnelle de l'entreprise. Très bien. Alors, pour faire atterrir tout ça, merci beaucoup à tous les trois. Je retiens 3 choses. C'est premièrement de réfléchir dans un parcours de l'expérience au travail qui est à la fois dans un lieu qui incarne, mais aussi qui comprend des modes de travail hors des murs, donc un parcours hybride. Que le lieu central qui ancre le lien entre des collaborateurs et leur organisation doit incorporer des notions de ADN et d'identité partagée et finalement l'importance de rendre ces projets des projets collectifs. Sont les 3 choses que je retiens de ce matin. Alors pour finir, j'aimerais vous parler en dernier lieu d'un nouveau label de Choose My Company qui se lance ce matin, donc le Hybrid Workplace Index, qui s'adresse aux entreprises qui s'adresse aux entreprises pour mettre en valeur justement les entreprises qui ont bien saisi l'évolution de cette relation entre les salariés, leur entreprise, le lieu de travail et ces nouvelles manières d'appréhender, que ce soit la relation managériale, l'organisation du travail et des outils digitaux. Donc, ce nouveau label est ouvert à toutes les entreprises qui souhaitent explorer et valoriser cette relation avec l'environnement de travail à n'importe quelle étape d'un projet de aménagement ou de déménagement. Il s'agit d'un questionnaire comme sur les autres index que vous administrez à vos collaborateurs et ensuite des critères d'accréditation qui dépendent bien sûr de la participation et de l'évaluation au global. Donc pour ceux qui s'intéressent, vous pouvez nous contacter ici chez Choose My Company. Les inscriptions s'ouvrent dès aujourd'hui pour un lancement à la rentrée de 2021. Donc un immense merci à tous. Un immense merci à tous. Merci beaucoup à Valérie, à Olivier et à Stéphane d'avoir partagé avec nous ce matin. Merci à tous qui nous ont rejoints, qui nous ont fait des commentaires, des encouragements, des questions dans le chat. Et je vous souhaite une excellente journée dans votre workplace de aujourd'hui. Merci beaucoup. Excellente journée à tous. Merci.